La Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939, lorsque Adolf Hitler, devant le Reichstag allemand, déclara « Ce soir, des soldats réguliers polonais ont tiré pour la première fois contre notre territoire. » À partir de ce moment-là, le destin de la Pologne ne fut pas moins sombre. L'invasion déclencha une tempête de destruction sans précédent, avec Varsovie réduite en ruines, son peuple soumis à une occupation brutale et sa souveraineté effacée de la carte en quelques semaines. Le 25 août 1939, 5 jours avant l'invasion de la Pologne, l'Allemagne et l'Union soviétique signèrent un pacte qui scellerait le destin du pays. Malgré leurs différences idéologiques, Adolf Hitler et Iosif Staline étaient d'accord sur un objectif commun, l'élimination de l'État polonais. Pour ce faire, leurs ministres des Affaires étrangères, Joachim von Ribbentrop et Vyacheslav Molotov, signèrent le pacte de non-agression germano-soviétique connu sous le nom de pacte Ribbentrop-Molotov. Bien qu'il stipulait officiellement un engagement de non-agression, ils décidèrent secrètement de partager la Pologne. L'Allemagne contrôlerait l'Ouest et Varsovie, tandis que l'Union soviétique prendrait la partie orientale. De plus, Staline obtint la liberté d'étendre son influence dans les États baltes, ainsi qu'en Bessarabie et en Bucovine en Roumanie, et en Carélie en Finlande. Cependant, l'Union soviétique ne pourrait pas intervenir immédiatement. À ce moment-là, l'armée rouge était engagée dans la guerre de Khalkhin-Gol contre le Japon et le Mandchoukouo en Extrême-Orient, soutenant son allié la Mongolie extérieure depuis mai 1939. Tant qu'ils n'auraient pas consolidé leur victoire sur ce front et assuré leurs arrières sibériens, les Soviétiques ne pourraient pas déployer de troupes vers l'Europe. Pendant ce temps, Hitler se préparait à lancer son offensive contre la Pologne sans attendre son allié. Le 30 août, prévoyant l'invasion imminente, l'armée polonaise ordonna la mobilisation générale. Cependant, dans le but d'éviter une guerre similaire à celle de 1914, Londres et Paris pressèrent les autorités polonaises de revenir sur leur décision, espérant la lointaine possibilité d'une solution diplomatique. Cette décision permit à la marine polonaise d'évacuer 3 de ses destroyers les plus importants, qui quittèrent la mer Baltique et traversèrent le détroit de Danemark en direction des îles britanniques. Ce mouvement montrait que, pour la Pologne, la guerre était pratiquement inévitable. Tout a commencé dans la nuit du 31 août 1939 avec ce que l'on appelle l'opération Himmler. Dans une tentative de fabriquer un prétexte pour l'invasion, des agents des SS, déguisés en insurgés polonais, ont attaqué la station de radio de Gleiwitz en Haute-Silésie. Après avoir maîtrisé les employés et un policier, ils ont tiré en l'air et connecté un microphone pour diffuser des messages en polonais contre l'Allemagne. L'un d'eux a proclamé « Attention, c'est Gleiwitz. La station est entre les mains des Polonais. » Avec cette mise en scène, le Troisième Reich justifiait l'offensive qui, le jour suivant, allait déclencher la Seconde Guerre mondiale. Sous le nom d'opération Fallweiss, le haut commandement allemand confia la direction de la campagne contre la Pologne au général Walter von Brauchitsch. La stratégie reposait sur une attaque par 2 fronts. Au nord, le groupe d'armées commandé par Fedor von Bock avancerait avec la 3e armée depuis la Prusse orientale et la 4e armée depuis la Poméranie, avec l'objectif d'encercler Varsovie et couper l'accès à la mer Baltique. Au sud, le groupe d'armées dirigé par Gerd von Rundstedt lancerait son offensive avec le 14e armée depuis la Slovaquie, tandis que les 8e et 10e armées partiraient de Silésie pour pénétrer les plaines polonaises et détruire les forces ennemies. Parallèlement, au sein de l'État libre de Danzig, la minorité allemande se soulèverait contre le gouvernement polonais. Organisée dans la milice SS Heimwehr Danzig et dirigée par Hans Goetz, ces groupes armés lanceraient des actions d'intimidation contre les autorités polonaises depuis l'intérieur de la ville, facilitant ainsi l'entrée des forces allemandes. La Wehrmacht déploya 1 800 000 soldats, 58 divisions, plus de 3 400 chars et 2 300 avions, tandis que la Kriegsmarine fournissait 84 navires. Avec une force combinée d'infanterie, de blindés et d'aviation, l'Allemagne se préparait pour une offensive fulgurante contre la Pologne. En 1939, l'armée polonaise était loin d'être la force qui avait vaincu l'Union soviétique et d'autres voisins entre 1918 et 1921. Avec un budget militaire en déclin, la modernisation de l'armement et la préparation de ses officiers
avait pris du retard. Les communications étaient l'un de ses plus grands points faibles, car le commandement suivait un système centralisé instauré par le président Józef Piłsudski et maintenu sans changement par son successeur, le maréchal Eduard Ritz-Śmigły. Cette structure faisait en sorte que toute décision, même minime, dépende directement du commandant en chef, ralentissant les opérations, contrairement à l'armée allemande, qui encourageait l'autonomie de ses officiers. Une autre grave erreur stratégique fut la planification de sa défense. Pendant 2 décennies, la Pologne avait préparé sa frontière orientale contre une invasion soviétique potentielle, mais n'avait pas pris de mesures adéquates contre une agression allemande venant de l'Ouest. Lorsque le plan Z fut activé pour renforcer la frontière avec le Reich, 2 erreurs cruciales furent commises. D'abord, les meilleures unités furent déployées à l'Ouest sans fortification. Ensuite, la frontière orientale resta pratiquement sans défense, facilitant une intervention possible de l'armée rouge. Cela s'ajoutait à la lente mobilisation de ses forces, qui nécessitait entre 12 et 15 jours, un temps que la Pologne ne pouvait se permettre face à l'attaque allemande. De plus, la diversité ethnique du pays était un autre facteur défavorable, car seulement 60% de la population était polonaise, tandis que le reste, composé d'Allemands, d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Lituaniens, de Tchèques, de Slovaques et de Juifs, était peu intéressé à défendre la cause nationale et, dans certains cas, la sabotait. Avec ce panorama, la position polonaise au début de la guerre était extrêmement vulnérable. L'enthousiasme patriotique démesuré se manifesta dans des expressions populaires telles que « Nous conquérons Berlin ». Un slogan largement diffusé parmi la population civile pendant les semaines précédant le conflit. L'armée polonaise, avec 1 million de soldats, 880 tanks et 1334 avions, s'organisa en 39 divisions et 16 brigades, se déployant en 3 secteurs principaux, du Baltique à la Silésie, tandis que ses forces de réserve et le corps de défense des frontières protégèrent l'arrière. À 4h43 du matin, le 1er septembre 1939, 3 bombardiers en piqué Junkers Stuka survolèrent la Pologne à plus de 3500 mètres d'altitude. Leur objectif, le pont de Dirschau, un point stratégique sur la rivière Vistule. En tête de la formation, le lieutenant Bruno Dillet ajusta son moteur, ferma les volets du radiateur et déploya les freins aérodynamiques avant d'incliner son avion à un angle prononcé. Depuis le sol, les sentinelles polonaises regardèrent le ciel, perplexes, sans comprendre la provenance du bourdonnement étrange. À seulement 900 mètres de l'objectif, Dillet relâcha ses bombes et manœuvra habilement pour récupérer de l'altitude. Quelques secondes plus tard, une puissante explosion secoua la structure, réduisant le pont en décombres et détruisant plusieurs fortifications voisines. Cette détonation ne marqua pas seulement la première action aérienne de l'invasion allemande, mais elle ouvrit également la voie à un conflit qui, au cours des 6 années suivantes, coûterait la vie à plus de 80 millions de personnes. La brutale tempête d'acier. L'Allemagne déchaîne l'enfer en Pologne. 5 minutes après les premiers tirs qui marquèrent le début de la Seconde Guerre mondiale, à 4h48 du matin, le cuirassé allemand Schleswig-Holstein émergea de la mer Baltique et se plaça devant la base navale polonaise de Westerplatte, à Danzig. Là, 210 soldats polonais sous le commandement du major Henryk Sucharski défendèrent l'installation avec à peine 3 canons et 4 mortiers. Dès les premières lueurs du jour, les puissantes batteries du cuirassé, armées de projectiles de 280 mm, ouvrirent le feu sur la base, réduisant ses structures en ruines en quelques minutes. Peu de temps après, une force combinée de 1725 Allemands tenta de prendre d'assaut Westerplatte. Parmi eux, 225 marins débarquèrent sur les quais, tandis que 1500 membres de la milice SS Heimwehr Danzig, dirigés par le lieutenant Wilhelm Henningsen, attaquèrent depuis Nowy-Port. Cependant, les Polonais, réfugiés derrière les ruines du bombardement, repoussèrent farouchement les attaquants, leur infligeant 82 pertes entre tués et blessés, contre 68 pertes de leur côté. Tandis que Westerplatte résistait, le reste de la ville de Danzig tomba rapidement entre les mains des Allemands. La plupart des bâtiments gouvernementaux furent pris sans opposition, à l'exception du bureau de poste, où un groupe d'employés et de combattants dirigé par Konrad Guderian tint tête pendant plusieurs heures. Aux premières lueurs du 1er septembre 1939, plus de 1000 avions de la Luftwaffe traversèrent le ciel polonais,
lançant une attaque massive contre des objectifs stratégiques. Les grands bombardiers attaquèrent depuis une grande altitude, tandis que les chasseurs descendirent pour mitrailler les pistes. À l'aéroport de Rakowicz, au moins 28 avions polonais furent réduits en décombres avant même de pouvoir décoller. Après les bombardements initiaux, l'artillerie allemande a lancé un feu intense le long de la frontière polonaise, détruisant des fortifications et des positions défensives clés. Peu après, les divisions blindées, suivies de l'infanterie, ont franchi les barrières frontalières et ont lancé l'invasion. Depuis la Prusse orientale, la 3e armée a avancé avec force, écrasant les tranchées polonaises et se dirigeant vers l'ouest, tandis que la 4e armée, partant de Poméranie, se déplaçait dans la même direction avec l'objectif de fermer l'accès au port de la mer Baltique. À la fin du premier jour de la Seconde Guerre mondiale, la situation de la Pologne était critique. Ses forces avaient subi des bombardements intenses de l'artillerie allemande et des attaques des trains blindés Léopold, affaiblissant gravement ses lignes de défense. Une grande partie de sa force aérienne et navale avait été neutralisée, tant dans les airs que sur mer, limitant sa capacité de réponse. Bien qu'en Poméranie, elles aient réussi à freiner temporairement l'avance ennemie dans les Carpates méridionales et le corridor de Danzig, les troupes allemandes ont progressé presque sans rencontrer de résistance. Le 2 septembre 1939, deuxième jour de la Seconde Guerre mondiale, a commencé par une victoire importante pour le Troisième Reich. Les forces allemandes des 3e et 4e armées ont réussi à connecter leurs lignes, assurant le contrôle total du corridor de Danzig. Dans l'ancien État libre de Danzig, la population d'origine allemande a accueilli joyeusement les troupes, célébrant ce qu'ils considéraient comme une libération. Le plus grand désastre de la journée s'est produit lors de la bataille de Pomorska. Dans une tentative désespérée, la cavalerie polonaise a lancé une charge frontale contre les blindés allemands, s'appuyant sur des tactiques traditionnelles de combat. Cependant, leurs sabres et lances étaient inutiles contre les canons et mitrailleuses des panzers, entraînant un massacre total avec les unités polonaises pratiquement anéanties lors de l'affrontement. Aux premières heures du 3 septembre 1939, Londres envoya à Berlin un ultimatum signé par le Premier ministre Neville Chamberlain et le roi George VI, exigeant le retrait immédiat des troupes allemandes de Pologne avant 11 heures du matin. Ne recevant aucune réponse ni changement de situation, le délai a expiré et, automatiquement, le conflit avec les Alliés a commencé. En raison du décalage horaire, le premier pays à déclarer la guerre à l'Allemagne fut la Nouvelle-Zélande, suivi de l'Australie, de la Grande-Bretagne et de la France, entre autres. Dans les jours suivants, d'autres pays et territoires sous domination britannique et française se sont joints au conflit, étendant ce qui avait initialement été une crise à Danzig à un conflit de portée mondiale. Le crépuscule de la Pologne, l'ombre soviétique tombe de l'Est. De manière soudaine et prenant par surprise à la fois l'armée polonaise et ses alliés, l'Union soviétique lança son invasion de la Pologne dans les premières heures du 17 septembre 1939. En quelques heures, plus de 500 000 soldats de l'armée rouge traversèrent la frontière, avançant sur un front étendu de 1300 km, allant de la Lituanie au nord jusqu'à la Roumanie au sud. Les blindés de l'armée rouge avançaient sur le territoire polonais sous le prétexte de protéger la population fraternelle d'Ukraine et de Biélorussie. Organisés en front ukrainien et biélorusse, leurs forces comptaient une quantité écrasante de tanks, de véhicules et de troupes d'infanterie. L'impact sur le commandement polonais fut total. À ce moment-là, ces armées menaient une lutte désespérée contre l'invasion allemande, tentant d'exécuter leur dernière stratégie défensive, le plan du saillant roumain. Celui-ci consistait à replier toutes les troupes possibles vers la frontière avec la Hongrie et la Roumanie, dans l'espoir de résister jusqu'à l'intervention de la France et du Royaume-Uni. Cependant, la résistance polonaise s'effondrait. Les unités ne fonctionnaient plus de manière coordonnée, et ce qui restait de l'armée étaient des groupes dispersés de soldats, isolés et tentant d'échapper au cercle allemand pour rejoindre les forces encore en combat. Avec la majorité de ces effectifs engagés dans la bataille contre les Allemands, la défense de la frontière orientale reposait uniquement sur les unités du KOP, quelques forces de défense territoriale et des restes de troupes en retraite. Face à la nouvelle menace soviétique, l'état-major polonais comprit que le plan du saillant roumain était insoutenable.
et prit une décision radicale: éviter tout affrontement avec les forces soviétiques et concentrer tous les efforts pour évacuer les soldats vers la Roumanie et la Hongrie. De là, l'espoir était qu'ils puissent atteindre la France ou le Royaume-Uni et poursuivre la lutte contre l'Axe. L'attaque de l'armée rouge par l'arrière marqua le début de l'effondrement définitif de l'armée polonaise. Le 19 septembre, les forces soviétiques, avançant sur un front de 1500 km, prirent Vilna au nord et Prujany au sud, atteignant la frontière avec la Hongrie neutre. Pendant ce temps, au centre du pays, les troupes allemandes éliminaient la résistance dans la poche de Bzura, où les armées polonaises Poznan et Poméranie furent complètement détruites. Dans la bataille brutale, 20 000 soldats polonais furent tués et 170 000 furent faits prisonniers, tandis que les Allemands subirent 8 000 pertes et perdirent 50 tanks, 100 véhicules et 20 pièces d'artillerie. Avec l'occupation totale de la Pologne, le 6 octobre 1939, la campagne se termina par une victoire absolue tant pour l'Axe que pour l'Union soviétique. Pour l'Allemagne, cette victoire confirma l'efficacité de la Blitzkrieg, qui lui permit de soumettre le pays en à peine 5 semaines, infligeant d'énormes pertes à ses adversaires tout en limitant considérablement ses propres pertes. Ce succès servit de point tournant pour le haut commandement allemand, qui analysa la campagne et ajusta sa stratégie pour optimiser encore plus la rapidité et la mobilité de ses forces. Grâce aux leçons apprises, la guerre éclair fut perfectionnée au point d'atteindre un niveau presque imbattable, ce qui, dans les années suivantes, conduira la Wehrmacht à conquérir une grande partie de l'Europe et à étendre sa domination jusqu'en Afrique du Nord. Pendant l'invasion de la Pologne, le pays subit environ 2,3 millions de pertes, y compris des morts, des blessés et des prisonniers, en plus de la perte de la majeure partie de son équipement militaire. En comparaison, l'Axe et l'URSS enregistrèrent environ 53 000 pertes entre morts et blessés, ainsi que la destruction de centaines de tanks, avions et véhicules. La campagne se termina par une domination totale des forces envahissantes et la chute définitive de la Pologne. Plus de 2,1 millions de soldats polonais ont été capturés, la majorité tombant entre les mains soviétiques. L'URSS a pris 1 500 000 prisonniers, dont 250 000 sont morts dans les goulags ou ont été exécutés, y compris les 20 000 fusillés lors du massacre de Katyn par le NKVD. L'Allemagne a retenu 600 000 prisonniers, et la Slovaquie un petit nombre, avec de nombreux prisonniers polonais mourant également dans les camps de concentration et lors de l'opération Tannenberg. Malgré l'occupation, 105 000 ont réussi à s'échapper vers des pays neutres comme la Hongrie, la Roumanie et les États baltes, depuis lesquels beaucoup se rendraient en Angleterre pour rejoindre le gouvernement polonais en exil et continuer la lutte contre l'Axe. Après la conquête de la Pologne et la victoire conjointe de l'Axe et de l'Union soviétique, les deux puissances ont célébré leur victoire par une série de défilés militaires. À Brest-Litovsk, des soldats allemands et soviétiques ont défilé dans la rue Ouni Lubelskiej, sous des bannières avec la croix gammée et le marteau et la faucille, lors d'une cérémonie dirigée par les généraux Gerd von Rundstedt et Semyon Krivoshein. À Varsovie, la Wehrmacht a organisé un défilé en présence d'Adolf Hitler, tandis qu'à Komancha, des troupes allemandes ont participé à une parade aux côtés de l'armée slovaque. À Lvov, des unités allemandes ont défilé aux côtés de miliciens ukrainiens qui avaient collaboré à la campagne. Après l'invasion, la Pologne a cessé d'exister en tant qu'État et son territoire a été divisé entre 4 nations. L'Allemagne, l'Union soviétique, la Slovaquie et la Lituanie neutre, qui a également reçu une portion. L'Allemagne a annexé les régions occidentales à majorité de population allemande et a établi le gouvernement général, une administration d'occupation pour le reste du pays. L'Union soviétique a incorporé les zones orientales aux républiques d'Ukraine et de Biélorussie, tandis que la Slovaquie a conservé de petites zones au sud. La Lituanie, pour sa part, a reçu le contrôle de Vilna. Ghetto de Pologne, le destin scellé des Juifs. La Pologne occupée par Adolf Hitler en septembre 1939, le pays passa sous administration allemande après une campagne militaire rapide. À l'époque, les Juifs représentaient environ 10% de la population. Ils devinrent immédiatement la cible de violences, d'humiliations, de spoliations et de captures arbitraires par les soldats allemands pour des travaux forcés. Guidés par une idéologie raciste et antisémite,
Déterminés à établir un nouvel ordre en Europe, les Allemands séparèrent les Juifs du reste de la population à travers les ghettos. Ceux-ci étaient généralement situés dans un quartier urbain pauvre, où les Juifs étaient contraints de vivre derrière des clôtures, des murs ou des barbelés. Le temps imparti pour se rendre dans les ghettos était limité, ce qui obligeait les familles juives, dont beaucoup habitaient leur foyer depuis des générations, à emballer rapidement leurs affaires et à chercher refuge dans des espaces extrêmement surpeuplés. Ne sachant pas combien de temps elles y resteraient, ni dans quelles conditions elles vivraient, elles étaient contraintes de prendre des décisions difficiles sur ce qu'elles emporteraient avec elles. Complètement isolées et sans accès à des moyens de subsistance, les Juifs se retrouvèrent dans une situation de vulnérabilité extrême, exposés à la misère, à la faim, aux maladies et à la dégradation. Le régime nazi établit environ 1200 ghettos dans diverses régions de l'Est de l'Europe. Ces zones étaient considérées comme une solution provisoire pendant que les autorités nazies développaient leur stratégie pour ce qu'elles appelaient le problème juif. Loin de garantir la survie des personnes confinées, les ghettos se caractérisaient par des conditions de vie extrêmement précaires, sans accès à des ressources de base ni à des moyens de subsistance adéquats. En raison de la misère, du manque d'hygiène, de la surpopulation et du manque de nourriture, des dizaines de milliers de Juifs perdirent la vie dans ces enclaves. Bien que les conditions imposées aient entraîné un taux de mortalité extrêmement élevé, il n'est pas tout à fait clair si l'intention initiale des Allemands était que ces ghettos fonctionnent comme des lieux d'extermination en soi. En 1940, des milliers de familles juives ont été forcées de quitter leurs foyers à Varsovie et déplacées vers une zone spécifique de la ville. La zone attribuée correspondait à un ancien quartier juif médiéval, dont les origines remontent au duché de Pologne. Au début, ceux qui avaient été déplacés pouvaient encore circuler librement, commercer et mener une vie relativement similaire à celle qu'ils avaient avant le conflit, bien que l'incertitude quant à l'avenir devenait de plus en plus évidente. Tout changea le 2 novembre 1940, lorsque des unités des SS pénétrèrent dans la zone et interdirent l'accès et la sortie sans préavis. En l'espace de quelques heures, des travailleurs commencèrent à ériger un mur de pierre et de briques délimitant la zone avec une barrière de 4 mètres de haut et 18 km de long. La construction, achevée le 16 novembre, marqua le début de l'isolement total pour la population juive. Initialement, plus de 300 000 personnes furent piégées à l'intérieur de cette zone, un chiffre qui continua d'augmenter pour atteindre un demi-million dans les années suivantes, pendant le développement de la Seconde Guerre mondiale. Le ghetto de Varsovie, couvrant 4,5% de la ville, devint le plus grand d'Europe en termes de taille et de population. Son tracé rectangulaire, d'environ 4,5 km de long sur 2,5 de large, divisait la zone en deux secteurs principaux. Le grand ghetto et le petit ghetto, reliés par un pont en bois qui traversait la rue Clodna. À l'intérieur de ce périmètre se trouvaient les principales artères et points stratégiques, tels que la rue Niska, où opérait le conseil juif, la place Tlomakché, siège de la synagogue, et la rue Twarda, où se trouvait l'hôpital. D'autres artères importantes comprenaient la rue Lesno, centre du commerce, la rue Stałki, qui menait à la gare nord de Varsovie, et les zones les plus privilégiées, dans les rues Wielka et Siena. À son tour, l'autoroute Poznań-Berlin traversait la zone, permettant le passage de véhicules et de bus depuis lesquels les touristes allemands observaient et photographiaient les prisonniers juifs comme s'il s'agissait d'une attraction exotique. Les conditions de surpeuplement à l'intérieur du ghetto étaient extrêmes, avec plus de 1300 personnes pour chaque 100 mètres carrés. La densité de population atteignait une moyenne de 7 personnes partageant de minuscules chambres de seulement 4 à 6 mètres carrés avec jusqu'à 30 individus dans un seul appartement. En tout, le ghetto abritait 1500 bâtiments résidentiels et 43 entrepôts de nourriture. Son accès et sa sortie étaient strictement contrôlés par 14 entrées surveillées par des soldats des SS et des agents polonais de la police bleue, à l'exception d'un coin qui donnait sur la rivière Vistule. Le contrôle administratif du ghetto a été délégué au Conseil juif de Varsovie, dirigé par Adam Tcherniakov, qui a réuni un groupe d'intellectuels et de leaders communautaires, dont beaucoup étaient de tendance traditionnaliste ou sioniste. Cette structure de gouvernement, composée d'environ 6 000 employés organisés en 30 départements,
était dominé par l'élite juive aisée, ce qui a créé un fort contraste avec la majorité des habitants, plongés dans la misère. Pour maintenir l'ordre interne, une force de police propre, la police juive, a été établie sous la direction de Joseph Serinsky et composée de 2500 agents. Habillés en civil avec des brassards distinctifs et armés de matraques, ces agents ont imposé un système de contrôle marqué par la corruption et les abus de pouvoir, exerçant une répression qui, dans de nombreux cas, a frappé leurs propres compatriotes. Le ghetto de Varsovie est devenu un lieu de confinement extrême où la population juive vivait sous un contrôle totalitaire. La majorité de ses habitants ne pouvaient pas quitter le ghetto, à l'exception de ceux sélectionnés pour des travaux forcés sous une stricte surveillance des SS ou de la police bleue polonaise. À l'intérieur de ces limites, la vie quotidienne était pleine de privations. L'approvisionnement en électricité et en gaz ne fonctionnait que pendant certaines heures de la nuit et de l'aube, et les transports étaient pratiquement inexistants, à l'exception d'un modeste tramway à traction animale qui parcourait certaines rues. La correspondance avec l'extérieur était interdite, bien que beaucoup aient réussi à établir des réseaux clandestins pour échanger des lettres avec leurs familles à l'étranger. Même quelque chose d'aussi simple que de s'asseoir à l'ombre d'un arbre nécessitait de payer une taxe aux propriétaires en raison de la rareté de la végétation dans la zone. Malgré les restrictions, l'éducation est restée une activité essentielle, permettant aux enfants juifs de continuer leurs études dans des écoles communautaires. Des institutions comme l'école Yehudia ont accueilli de nombreux élèves, tandis que l'orphelinat municipal, sous la direction du docteur Janusz Korczak, offrait un refuge à des centaines d'orphelins. Cependant, la pénurie de nourriture et de médicaments commençait déjà à coûter cher à la population et dès 1940, plus de 1000 Juifs moururent à cause de la misère et du manque de ressources. Le ghetto a également été un centre d'activités culturelles et éducatives intenses. Des publications ont été créées dans différentes langues, de l'hébreu au yiddish en passant par le polonais, maintenant vivante la communication au sein de la communauté. Les bibliothèques sont devenues des lieux de rencontre, où adultes et jeunes cherchèrent du réconfort dans la littérature. La musique et le théâtre ont aussi joué un rôle important, avec des concerts de violon et des représentations théâtrales organisées par les orphelins, mettant en avant des œuvres comme Le Facteur du roi de Rabindranath Tagore. Sur le plan religieux, le ghetto abritait une diversité de croyances. La communauté juive se réunissait dans les synagogues pour la lecture de la Torah et la célébration des fêtes, tandis que les juifs catholiques, qui étaient plus de 1700, ont trouvé un lieu de culte à l'église de tous les saints et à l'église de la Nativité de la Sainte Vierge Marie. Ces églises avaient des jardins où les fidèles pouvaient prier et participer aux cérémonies, offrant une petite respiration au milieu de la dure réalité du ghetto. Ghetto de Varsovie, l'enfer muré. En 1941, la situation dans le ghetto de Varsovie commença à se détériorer gravement en raison du manque de fournitures. La confiscation constante de nourriture et de biens essentiels par les SS laissa la population au bord de la famine. Pour tenter de contenir la crise, le Gauleiter Hans Frank confia la gestion des ressources à Hans Bibow, un officier allemand, et à Alberto Nierenstein, un spécialiste juif de la nutrition. Un système de rationnement fut mis en place permettant de distribuer de petites quantités de nourriture et de garantir le paiement des salaires aux milliers de juifs employés dans les usines produisant des biens pour l'armée nazie. Malgré ces mesures, les conditions dans le ghetto restèrent extrêmement précaires. L'invasion allemande de l'Union soviétique à l'été 1941 aggrava encore la crise. Avec les efforts du Reich concentrés sur la guerre contre les soviétiques, les rares fournitures restantes dans le ghetto furent redirigées vers le front oriental. La population fut obligée de subsister avec ce qu'elle pouvait obtenir. Pommes de terre, farine et dans de nombreux cas, absolument rien. Parallèlement, une épidémie de typhus se propagea rapidement en raison du manque d'hygiène et de la malnutrition généralisée. Chaque jour, des centaines de corps sans vie étaient ramassés dans les rues, où ils s'accumulaient sans être enterrés immédiatement. On estime qu'environ 5500 personnes mouraient chaque mois de faim, bien qu'il y ait eu des périodes où le nombre de victimes dépassait les 15 000.
En 1942, la crise atteignit son point culminant avec l'arrivée de l'hiver. Des milliers de Juifs continuaient de mourir de faim, s'ajoutant aux nouveaux déportés venant d'Allemagne, qui, arrivant affaiblis et sans accès à la nourriture, ne survivaient pas. Dans les premiers mois de l'année, plus de 5000 personnes moururent uniquement en raison du manque de nourriture. Le désespoir s'empara du ghetto et le 20 février, un événement terrifiant eut lieu. Le premier cas documenté de cannibalisme fut rapporté lorsqu'une mère, dans un acte de désespoir extrême, se nourrissait du cadavre de son fils, mort de faim la veille. Cet épisode reflétait l'ampleur de la souffrance traversée par la population, qui affrontait une mort lente et silencieuse à l'intérieur des murs du ghetto. La pénurie alimentaire dans le ghetto de Varsovie était le résultat d'un système de distribution extrêmement inégal imposé par le gouvernement général, sous le commandement du Gauleiter Hans Frank. L'allocation de calories reflétait la discrimination systématique contre les Juifs, tandis qu'un soldat de l'armée allemande ou des SS recevait 2130 calories par jour et que les étrangers résidant dans des pays neutres recevaient 1790 calories, les citoyens polonais n'avaient accès qu'à 634 calories et les Juifs se voyaient attribuer une quantité minime de 184. En plus de cette distribution injuste, les rations destinées aux Juifs étaient d'un coût disproportionné. Tandis qu'un Allemand payait 0,80 zloty pour certains aliments et qu'un Polonais en payait 2,60 zloty, les Juifs étaient obligés de payer jusqu'à 5,90 zloty. En raison de ces conditions, une famille moyenne dans le ghetto devait survivre chaque semaine avec des rations minimales qui comprenaient moins d'1 kilogramme de pain, de petites quantités de sucre, de confiture et de graisse, et parfois des pommes de terre, de la viande ou du poisson. Face à cette crise alimentaire, le marché noir et le trafic de contrebande devinrent les seules alternatives pour se procurer de la nourriture. Les enfants jouaient un rôle clé dans ces réseaux clandestins, car leur petite taille leur permettait de se faufiler à travers les fissures dans les murs et de passer inaperçus par les gardes nazis. Les adultes trouvèrent également des moyens ingénieux pour introduire des produits dans le ghetto, par des tunnels creusés sous les fondations, en cachant des marchandises dans les briques ou en lançant des sacs de nourriture par-dessus les barbelés. Les zones à faible contrôle pour ces échanges illégaux comprenaient les rues Kozla et Świętojerska, ainsi que le cimetière juif où, à une occasion, un groupe de contrebandiers réussit à introduire 23 vaches sans être détecté. Malgré la répression extrême et le contrôle du régime nazi, certaines organisations humanitaires réussirent à apporter une aide aux habitants du ghetto. Des groupes d'aide internationaux tels que le comité de distribution de la Junta et l'aide mutuelle sociale juive parvinrent à fournir des aliments et de l'assistance à environ 160 000 personnes, soulageant temporairement la faim et le désespoir qui touchaient la communauté. En 1942, le désespoir s'empara du ghetto de Varsovie. Les nouvelles du retrait allemand de Rostov, sur le front oriental, avaient allumé une lueur d'espoir passagère parmi ses habitants, car en yiddish, le nom de la ville pouvait être interprété comme Rostov ou bon commencement. Cependant, cette illusion se dissipa rapidement lorsque l'armée allemande reprit le contrôle de la ville, renforçant la perception que la guerre ne laissait aucune chance de libération. Face à l'incertitude et à la souffrance quotidienne, beaucoup choisirent de chercher des distractions pour supporter l'adversité. Dans ce contexte de créativité forcée, des solutions inhabituelles émergèrent, comme fabriquer des lampes à partir de cigarettes ou improviser des méthodes contraceptives avec des tétines. La brutalité était une constante dans le ghetto, tant les soldats des SS que les agents de la police bleue polonaise et les auxiliaires de la police juive abusaient systématiquement des habitants. Les passages à tabac injustifiés, les punitions extrêmes et les exécutions arbitraires faisaient partie de la vie quotidienne. Même des actes aussi banals que ne pas enlever son chapeau devant un officier pouvaient déclencher une agression. L'un des cas les plus terrifiants était celui d'un garde nazi posté sur le pont de la rue Klodna, surnommé Frankenstein, qui tuait quotidiennement un juif pour son simple divertissement. La terreur était telle qu'une fois, lorsqu'on demanda à une petite fille ce qu'elle voulait être plus tard, elle répondit avec résignation « Un chien, car les gardes les aiment ». Cependant, tous les surveillants ne partageaient pas cette cruauté.
Certains fermèrent les yeux lorsqu'ils voyèrent des enfants tenter de pénétrer ou de sortir clandestinement du ghetto, et acceptaient même de petites rations de nourriture comme pots de vin pour les laisser fuir. Le chaos dans le ghetto s'intensifia à la mi-1942, avec la montée du marché noir et la croissance des mafias qui n'hésitaient pas à attaquer et voler leurs propres compatriotes. Dans une tentative de freiner la criminalité, le Conseil juif et la police juive renforcèrent leur contrôle sur la population. L'une des mesures les plus controversées fut l'ouverture d'une prison pouvant contenir 350 personnes. Cependant, la surpopulation dans les cellules fut immédiate, et en quelques semaines, le nombre de détenus dépassa les 1200. Les conditions étaient si inhumaines que, durant les 8 premiers jours, 22 prisonniers abandonnés sans eau ni nourriture moururent. Pour aggraver la situation, comme de nombreux contrebandiers étaient des enfants, une prison pour enfants fut aménagée, où, lors de son moment le plus critique, jusqu'à 500 mineurs furent enfermés. Malgré les conditions extrêmes, la résistance juive à l'intérieur du ghetto ne se manifesta que lorsque le jeune sioniste Yitzhak Zuckerman forma un petit groupe de partisans. Parallèlement, une autre organisation, le Bund, qui prônait une vision du judaïsme depuis une perspective social-démocrate, apparut. Cependant, les tentatives de coopération entre les deux factions échouèrent et chacune agissait séparément. Les partisans de Zuckerman commencèrent à publier un journal clandestin appelé Yedis, tandis que le Bund menait ses activités avec son propre programme. La Gestapo détecta rapidement ces activités et le 17 avril 1942 organisa une rafle qui démantela la première cellule sioniste. Un total de 51 militants furent capturés et exécutés publiquement devant la population terrifiée du ghetto, dans une démonstration brutale du contrôle nazi sur toute forme de résistance. Le 22 juillet 1942 marqua le début de la déportation massive des Juifs depuis le ghetto de Varsovie, dans le cadre de la mise en œuvre de la solution finale. Ce jour-là, le général des SS Hermann Höfle informa le Conseil juif qu'il devait organiser l'évacuation du ghetto, sous prétexte d'un réaménagement en Europe de l'Est. L'ordre ne laissait aucune marge de manœuvre et exigeait la collaboration immédiate de l'administration locale. Cependant, Adam Tcherniakov, le dirigeant du Conseil juif, refusa l'instruction et s'opposa à faciliter la déportation de sa communauté. Face à son refus, les Allemands prirent des mesures drastiques. Dans la nuit, des unités de la police bleue polonaise et des bataillons de collaborateurs venus d'Ukraine, de Lettonie, de Lituanie et d'Estonie envahirent les rues du ghetto. Avec une brutalité extrême, ils pénétrèrent dans les foyers, traînant des familles entières hors de leur maison et soumettant la population à des coups et des humiliations. La pression et l'horreur de la situation conduisirent Tcherniakov à la limite du collapse émotionnel. Sans alternative et consumé par le désespoir, il rédigea une lettre d'adieu et se suicida en ingérant du poison, refusant de devenir complice du massacre imminent. Au matin du 23 juillet, le plan nazi se mit en marche sans opposition. La police juive, accompagnée des forces d'occupation et des miliciens collaborateurs, commença une rafle massive. Des milliers de personnes furent arrachées à leur foyer, conduites à la gare et entassées dans des wagons de marchandises en direction de Treblinka, où elles seraient tuées dans les chambres à gaz. Ce premier jour, 5000 Juifs furent déportés. Les rafles continuèrent sans relâche, avec des arrestations quotidiennes et des déportations massives, qui dépouillèrent le ghetto de sa population à un rythme alarmant. En quelques semaines, plus de 66 000 personnes furent envoyées à la mort, scellant l'un des épisodes les plus cruels de l'histoire du génocide juif. Durant l'été 1942, le ghetto de Varsovie fut le témoin de l'une des déportations les plus massives et dévastatrices de la solution finale. Au cours du mois d'août, plus de 140 000 Juifs furent arrachés de force et envoyés dans les camps d'extermination de Treblinka, Auschwitz et Majdanek. Pour faciliter le transport, les nazis recoururent à la ruse, offrant du pain et de la confiture aux mendiants et aux plus nécessiteux, sous la promesse de conditions meilleures en dehors du ghetto. Parmi les victimes de cette manipulation cruelle se trouvaient les 200 enfants de l'orphelinat municipal qui furent conduits en file indienne à la gare par leur maître, Janusz Korczak. Le groupe avançait apparemment tranquillement, chantant et portant des sacs à dos contenant de petites rations de pain et d'eau, sans savoir que leur destin était la mort à Treblinka.
En septembre, la machine d'extermination a continué de fonctionner sans relâche. 54 000 autres Juifs ont été capturés et transportés vers les camps nazis, le dernier train partant le 21 avec plus de 2000 personnes à bord. À ce moment-là, le ghetto avait perdu la majeure partie de sa population et le nombre de déportés s'élevait à des centaines de milliers. Les chiffres des expulsions ont augmenté de manière alarmante en quelques semaines. Au début, les convois transportaient environ 5000 personnes par jour. Mais la fréquence a rapidement augmenté pour atteindre 10 000 déportés par jour. En conséquence, sur les 500 000 habitants originaux du ghetto, au moins 400 000 ont été envoyés à leur mort dans les chambres à gaz. Seuls 70 000 Juifs sont restés à Varsovie après cette vague d'expulsion, bien que la plupart n'aient pas survécu, tandis qu'une partie a été utilisée comme main-d'œuvre esclave dans des usines d'armement dirigées par Walter Többens. 8 000 autres ont été forcés de travailler dans divers centres industriels du Troisième Reich. L'impact de l'opération fut dévastateur. En plus des milliers de déportés, les conditions à l'intérieur du ghetto se sont rapidement détériorées. Plus de 10 000 personnes sont mortes de faim, de maladie et de la violence imposée par les forces d'occupation. En tout, au moins 265 000 Juifs ont été envoyés dans des camps comme Treblinka et Auschwitz en quelques mois, ce qui a représenté l'un des plus grands massacres commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Au début de 1943, les habitants du ghetto de Varsovie ont compris que la déportation ne signifiait pas simplement un transfert, mais une sentence de mort. Les nouvelles des exécutions de masse à Treblinka et Auschwitz ne laissaient plus de place au doute. Ceux qui étaient sortis du ghetto ne revenaient jamais. Face à cette réalité, un groupe de Juifs a décidé que la seule alternative était de résister, même si cela signifiait affronter l'un des armées les plus puissantes du monde avec des ressources limitées. La résistance n'est pas née immédiatement ni d'une seule faction, mais elle a été le résultat de l'union de divers mouvements avec des idéologies opposées, mais un ennemi commun. Des cercles sionistes aux communistes, en passant par les social-démocrates du Bund et les secteurs les plus conservateurs, des contacts ont été établis pour coordonner une insurrection armée. Malgré leurs différences politiques, ils ont réussi à unir leurs efforts avec un objectif clair: affronter les nazis et empêcher que la population restante du ghetto soit anéantie. Le nombre de combattants s'élevait à environ 1000, divisés en petits groupes clandestins dispersés dans différents secteurs du ghetto. Faute d'armements sophistiqués, ils ont recours à ce qui était à leur portée: des pistolets volés, des armes improvisées, des explosifs faits maison et un approvisionnement en essence destiné à des attaques incendiaires. Les rues Mila et Zamenhof sont devenues le noyau de l'insurrection, où étaient stockées les quelques armes disponibles et où des embuscades étaient planifiées contre les troupes allemandes. Ce qui semblait au départ un acte désespéré se transforma en l'une des premières grandes révoltes urbaines contre l'occupation nazie. Le 18 avril 1943, la résistance juive attaqua par surprise les SS dans le ghetto de Varsovie, les embusquant depuis les toits et les ateliers, ce qui força les nazis et la police juive à se retirer. En signe de victoire, les insurgés hissèrent le drapeau polonais et l'insigne d'Israël sur la place Muranowska. Heinrich Himmler ordonna une réponse immédiate, envoyant le général Jürgen Stroop avec 2090 soldats, dont des Waffen-SS, des collaborateurs polonais et des auxiliaires baltes, soutenus par des véhicules blindés et de l'artillerie. La bataille pour le ghetto avait commencé. Le 19 avril 1943, un jour après le début de l'insurrection du ghetto de Varsovie, les forces de l'Axe lancèrent une offensive massive contre les insurgés. Des centaines de soldats allemands et leurs alliés polonais, ukrainiens, baltes et collaborateurs juifs envahirent le ghetto, soutenus par des véhicules blindés et de l'artillerie. La Luftwaffe bombarda depuis les airs, réduisant des bâtiments entiers en décombres. Malgré cette attaque brutale, les combattants juifs résistèrent farouchement, utilisant des fusils, des pièges dans les rues et des cocktails Molotov, lancés même par des femmes qui se lançaient depuis les toits, attachés à des cordes accrochées aux cheminées. Les pertes furent dévastatrices pour les défenseurs, mais leur résistance fut si efficace que les troupes nazies furent contraintes de se replier. Pendant 4 jours, les Allemands ne parvinrent pas à capturer un seul bâtiment et plus de 300 grenadiers fuirent du champ de bataille, humiliés par la ténacité des insurgés. La lutte pour le ghetto se prolongea pendant un mois.
d'avril à mai 1943, soit le même temps que le Troisième Reich avait mis pour conquérir la France, la Belgique et les Pays-Bas en 1940. Les nazis avançaient lentement, forcés de prendre chaque rue, chaque bâtiment et chaque chambre à un coût élevé. Avec la surface transformée en un enfer de ruines et de flammes, les combattants juifs se réfugièrent dans des sous-sols, des tunnels et des égouts pour poursuivre la résistance. Cependant, les Allemands eurent recours à des tactiques impitoyables. Ils inondèrent les passages souterrains, lancèrent des gaz lacrymogènes et lâchèrent des chiens de chasse pour traquer les fugitifs. Ceux qui émergeaient étaient exécutés sur le champ. Ceux qui tentèrent de se cacher dans les étages supérieurs des bâtiments encore debout ne trouvèrent pas non plus refuge. Les SS utilisèrent des lance-flammes pour exterminer ceux qui s'accrochaient désespérément au balcon, tandis que les soldats pariaient entre eux sur qui abattrait le plus de cibles. Finalement, les Allemands optèrent pour la destruction totale. Les dernières structures furent démolies à l'aide d'explosifs, balayant tout vestige de résistance. Submergés par le nombre et les armes, les derniers combattants du ghetto de Varsovie tombèrent un par un, soit abattus au combat, capturés par les Waffen-SS ou forcés à se rendre. Seuls quelques-uns réussirent à s'échapper à travers la ville et à rejoindre les forêts de Pologne, où ils continueraient la lutte dans la clandestinité. Le 4 mai, 456 insurgés qui résistaient dans les usines Schultz et Walter Többens furent contraints de capituler. Quelques jours plus tard, le 8 mai, un abri souterrain dans le centre-ville fut découvert, ce qui entraîna la capture de 4000 personnes. Le 15 mai, les Allemands firent sauter une synagogue, ensevelissant 87 combattants et capturant un certain nombre d'autres. La résistance dura jusqu'au 26 mai 1943, lorsque les SS démolirent la grande synagogue à 20h15, marquant la fin définitive de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Insurrection de Varsovie, la dernière bataille pour la liberté. Le 1er août 1944, Varsovie commença sa journée avec une apparente normalité. Ses parcs se remplirent de promeneurs, les églises accueillirent des foules de fidèles et les commerces travaillaient sans relâche, épuisant leurs produits en raison de la forte demande. Personne ne soupçonnait qu'en quelques heures, la ville se transformerait en un champ de bataille. L'Armia Krajowa, la principale force de résistance polonaise, avait fixé l'heure d'OBB à 17h, synchronisant le début de l'insurrection avec le moment où les ouvriers quittaient les usines. Cependant, les événements s'accélèrent avant la prévision. Dans le quartier de Zoliborz, à 13h50, un groupe de résistants dirigé par le capitaine Zdzisław Sierpiński fut surpris par une patrouille allemande alors qu'il transportait une cargaison d'armes. Laisser les soldats nazis alerter leurs supérieurs signifiait mettre en danger toute l'opération, donc les combattants n'hésitèrent pas à attaquer. En quelques secondes, plusieurs grenades frappèrent le camion ennemi, le détruisant et éliminant ses occupants. Le 1er août 1944, à 17h, Varsovie éclata en rébellion. L'Armia Krajowa, la principale force de résistance polonaise, exécuta son plan d'insurrection dans différents quartiers de la ville, attaquant les troupes allemandes dans les rues et surprenant leur défense avec une série d'embuscades coordonnées. À mesure qu'ils progressaient, ils élevaient des barricades, prenaient des positions stratégiques et combattaient farouchement contre les forces d'occupation. Cependant, la lutte eut un coût élevé, car les affrontements causèrent de nombreuses pertes civiles. Dans les premières heures de la révolte, les insurgés réussirent à sécuriser plusieurs positions clés. Ils prirent le contrôle de la centrale électrique, du système postal et de la gare dans le quartier de Praga. Ils libérèrent également 50 prisonniers juifs retenus par les SS dans les geôles de Umschlagplatz. L'un des actes les plus symboliques de la journée fut réalisé par le bataillon Kilinski, dont les combattants pénétrèrent dans le gratte-ciel prudential, la plus haute structure de la ville, où ils hissèrent le drapeau polonais comme un défi à la domination nazie. À la fin de la journée, la situation restait incertaine. Bien que les Polonais aient réalisé des avancées significatives, ils avaient également subi d'énormes pertes. Environ 2000 insurgés étaient morts au combat, tandis que les Allemands comptaient environ 400 pertes. De plus, plusieurs forteresses clés de l'ennemi, telles que la citadelle, les barracks de la police de Narbuta et le palais brûlent, restaient intactes, présageant une lutte prolongée et brutale dans les jours suivants. Le 2 août 1944,
Un jour après le début de l'insurrection de Varsovie, les forces allemandes lancèrent leur première grande contre-offensive dans la ville. Le 2e bataillon Panzer de la division Panzer Hermann Göring avance avec ses véhicules blindés dans les rues, utilisant des civils polonais comme boucliers humains, les obligeant à marcher devant leurs colonnes pour dissuader le feu ennemi. Pendant un certain temps, la stratégie fut efficace, car les insurgés résistaient à tirer sur leurs propres compatriotes. Cependant, réalisant qu'il n'y avait pas d'autre alternative, les combattants ouvrirent le feu, tuant de nombreux otages, mais éliminant également un nombre important de soldats allemands et de membres d'équipage de tanks. Le même jour, la résistance remporta des victoires importantes dans différents secteurs de la ville. Une force combinée de l'Armia Krajowa, de l'Armia Ludowa et des forces armées nationales réussit à prendre la Banque nationale et la station de police Nordwache, 2 positions clés pour le contrôle urbain. Pendant ce temps, dans le quartier de Wola, un groupe d'insurgés tendit une embuscade et détruisit avec des explosifs 2 tanks Tiger qui avançaient dans la rue Jesia, ralentissant temporairement l'avancée allemande dans cette zone. Le 3 août, la Wehrmacht intensifia son offensive avec un bombardement dévastateur sur le quartier de Wola. Utilisant un train blindé Panzerzug et une escadrille de bombardiers Heinkel He 111, les Allemands dévastèrent de vastes zones de la ville, causant de nombreuses pertes et détruisant des bâtiments stratégiques. Pendant que Varsovie brûlait sous le feu ennemi, le président polonais en exil, Stanisław Mikołajczyk, se rendit à Moscou pour rencontrer Joseph Staline dans une tentative d'obtenir un soutien soviétique. Cependant, les réponses de Staline furent décourageantes. Il annonça que l'URSS annexerait la moitié orientale de la Pologne en échange de la cession de territoires allemands à l'ouest et précisa que l'armée rouge n'interviendrait pas dans la bataille de Varsovie. Malgré ce revers, Mikołajczyk retourna à Londres en espérant que la brigade parachutiste polonaise, stationnée en Angleterre, pourrait être envoyée pour soutenir. L'un des épisodes les plus surprenants des premiers jours du soulèvement a eu lieu dans la rue Karolkowa, où les insurgés ont réussi à immobiliser 2 chars Panther sur une barricade. Profitant de l'occasion, les combattants ont lancé une pluie de cocktails Molotov et de tirs de Piat, armes anti-chars, éliminant les équipages et capturant les 2 véhicules. Les blindés ont été repeints aux couleurs du drapeau polonais et mis au service de la résistance. L'un d'eux, surnommé Magda, a été utilisé pour abattre les murs du camp de concentration de Gesiówka, connu sous le nom de la ferme des oies. L'opération fut un succès. Les prisonniers, principalement des Juifs, des Polonais et quelques Grecs, furent libérés et beaucoup d'entre eux rejoignirent immédiatement la résistance, y compris Henryk Lederman, dernier survivant à Varsovie du soulèvement du ghetto de 1943. Le 4 août 1944, les forces allemandes ont lancé leur première grande offensive contre les quartiers d'Ochota et de Wola, utilisant des troupes de répression et des unités collaboratrices pour mener l'attaque. La brigade Kamiński, Rona, composée de Russes blancs sous le commandement de Yuri Frollo, a avancé aux côtés de la 36e division de grenadiers d'Irlewanger, une unité tristement célèbre d'anciens criminels. Ces derniers ont réussi à ouvrir une brèche dans la barricade de la rue Wolska, défendue par des miliciens du Parti socialiste polonais. Ce qui a suivi fut une série d'atrocités qui ont terrorisé la population civile. Les soldats de Dirlewanger ont pris d'assaut l'université de Varsovie, où ils ont assassiné plusieurs professeurs au numéro 5 de la rue Nowy Zjazd et ont attaqué l'Institut Marie Curie, où les infirmières ont été victimes de violences extrêmes. Dans le quartier d'Ochota, les hommes de la Rona ont commis des viols massifs contre des femmes et des jeunes filles, tandis que d'autres unités de la SS exécutaient sommairement des centaines de personnes. À Mokotów, 600 prisonniers politiques ont été fusillés sans procès, 17 prêtres jésuites ont été assassinés dans la rue Bagatella et plusieurs insurgés capturés ont été exécutés dans l'usine Ursus. Le 5 août, l'une des plus terribles massacres du soulèvement eut lieu. Des membres de la 36e division de grenadiers d'Irlewanger ont fait irruption à l'hôpital de Ploka et ont tué tous les malades et le personnel médical. Peu après, 1000 patients de l'hôpital de Saint-Lazare, rue Lesno, ont subi le même sort. À l'usine de photographie de la rue Wolska, toutes les personnes qui s'étaient réfugiées ont été exterminées sans pitié. Les tueries ne se sont pas arrêtées là.
Au cours des jours suivants, la Dirlewanger, les collaborateurs de la brigade Kaminski et les soldats du 111e régiment d'infanterie azéri ont perpétré un bain de sang qui a fait un bilan effrayant de 40 000 civils tués. À partir du 6 août 1944, la résistance polonaise a été soumise à un brutal siège lorsque le général allemand Erich von Dembach-Zelewski ordonna la déportation massive de civils vers des camps d'internement, en particulier dans le quartier de Wola, où 35 000 personnes moururent d'exécution, de tirs croisés ou de conditions inhumaines. Le 8 août, les insurgés contrôlaient encore Mokotów, Joliborz et les forêts de Campinos et Kabaki, mais dépendaient des rares fournitures larguées par les avions britanniques et sud-africains, tandis que l'armée rouge, de l'autre côté de la Vistule, ignorait leurs appels à l'aide. Le 9 août, les Allemands lancèrent une offensive massive contre Wola et l'ancien ghetto juif, soutenu par des bombardements de Nebelwerfer, des canons lourds et un train blindé. Alors que la Dirlewanger prenait le château royal, 5 500 combattants polonais résistèrent dans l'usine Kammler et la vieille ville jusqu'au 12 août, où ils furent évacués et perdirent les 2 chars Panther en leur possession. En parallèle, à Kaliska, la brigade Kaminski et les unités blindées allemandes ont dévasté des bâtiments fortifiés et assuré le contrôle de la zone. Le 12 août 1944, les forces de l'Axe tentèrent une nouvelle attaque contre l'ancien ghetto juif avec des renforts allemands, 2 bataillons azéris et une unité blindée avec des chasseurs de chars Stug O3 et Hetzer. Cependant, la résistance polonaise parvint à freiner leur avancée. Le même jour, un véhicule télécommandé Goliath capturé dans la rue Podwale explosa accidentellement dans la rue Kilinski, tuant 300 personnes. Pendant ce temps, à l'extérieur de Varsovie, le 18 août, le 9e armée allemande lança une contre-offensive contre le premier front biélorusse de Konstantin Rokossovski, obligeant les soviétiques à reculer de 80 km depuis la périphérie de la capitale jusqu'à l'autre rive de la Vistule. L'avancée arrêtée, l'armée rouge ne put offrir qu'une aide limitée à l'Armia Krajowa, larguant des provisions et des munitions depuis l'air sur la place Levela, et envoyant 2 opérateurs radio pour maintenir la communication avec les insurgés. À la fin du mois d'août et au début du mois de septembre 1944, Varsovie était devenue un champ de ruines où la lutte pour la survie était aussi dure que la guerre elle-même. Les bombardements constants de l'artillerie et de l'aviation frappaient la ville sans relâche, réduisant des immeubles entiers en décombres. Les insurgés et la population civile survivaient à peine grâce aux rares ravitaillements largués par les Britanniques et les Sud-Africains, bien que de nombreux colis tombent entre les mains des Allemands ou deviennent inutilisables dans des zones difficilement accessibles. Sans eau, sans nourriture ni médicaments suffisants, la résistance s'affaiblissait rapidement. La brutalité des troupes allemandes et de leurs alliés ne fit qu'aggraver l'agonie. La 36e division SS Dirlewanger, connue pour son sadisme, ainsi que les unités des Osttruppen et du 111e régiment d'infanterie azéri, semèrent la terreur par des assassinats indiscriminés et des violences contre les femmes. Parmi les groupes les plus impitoyables se trouvait la brigade Kaminski, dont les crimes furent si atroces que même les SS décidèrent de prendre des mesures. Son chef, Bronislaw Kaminski, fut arrêté et exécuté avec son lieutenant Ilya Shavikin, accusé de pillage et d'abus contre des citoyens allemands, une punition qui relevait davantage d'une purge interne que d'un réel acte de justice. Le 1er septembre 1944, coïncidant avec le 5e anniversaire du début de la guerre, l'Union soviétique annonça publiquement son intention de ne pas intervenir à Varsovie. Elle justifia cette décision en affirmant que la priorité était la campagne dans les Balkans et les Carpates, laissant ainsi la résistance polonaise à son sort. Tandis que l'armée rouge restait inactive sur la rive orientale de la Vistule, les Allemands en profitèrent pour renforcer leur position avec l'arrivée de la 9e armée allemande et du 2e corps hongrois. Les puissances occidentales réagirent avec frustration face à l'inaction soviétique et firent pression sur Staline pour qu'il intervienne. Mais le Kremlin se contenta de simuler un effort d'aide. Certaines unités de l'armée rouge avancèrent légèrement vers les faubourgs de Varsovie, mais sans réelle intention de lancer une offensive. Au fil des jours, il devenait évident que le destin de la résistance polonaise était scellé et que la ville était condamnée à lutter seule jusqu'à son dernier souffle.
Le 25 septembre 1944, une trêve permit d'évacuer 9000 civils en échange de la reddition de Mokotów, qui fut livrée le 26. Le 27, la division Panzer Hermann Göring relança l'offensive, éliminant les derniers foyers de résistance et capturant la forêt de Campinos le 30. Ce même jour, après un accord, Zoliborz fut livré, entraînant l'évacuation de 15 000 civils et la reddition de 800 insurgés. À la fin du mois de septembre 1944, l'Armia Krajowa avait subi 1000 pertes et se retrouvait réduite à un périmètre de 5 à 8 km dans le centre de Varsovie. Avec l'armée rouge immobilisée à Prague et sans soutien occidental, les insurgés décidèrent de négocier avec le général Erich von Dembach-Zelewski. Le 1er octobre, le général Tadeusz Bohr-Komorowski entama les pourparlers, qui aboutirent le 2 octobre à une reddition officielle à 19 h. Après 63 jours de résistance, 11 600 combattants polonais, dont 2000 femmes, déposèrent les armes, marquant la fin de l'insurrection de Varsovie. Les prisonniers capturés à Varsovie par les forces de l'Axe ont été traités comme des combattants selon la Convention de Genève, ce qui leur a permis d'être envoyés dans des camps de détention à Murnau, Sandbostel et Woldenberg, sous la supervision de la Croix-Rouge internationale. Cependant, le sort fut bien différent pour les plus de 500 000 civils expulsés de la ville, qui errèrent à travers la Pologne sans but ou furent déportés en Allemagne. Tandis que certains réussirent à être libérés par les Alliés quelques mois plus tard, près de 100 000 furent envoyés dans les camps de concentration de Ravensbrück et de Mauthausen, où ils furent utilisés comme main-d'œuvre esclave. Le destin de Varsovie fut encore plus tragique. En représailles à l'insurrection, Adolf Hitler ordonna sa destruction totale et, entre octobre et décembre 1944, des unités spécialisées dans la démolition réduisirent la ville en ruines à l'aide de dynamite et de lance-flammes. Des icônes culturelles et historiques furent systématiquement détruites. De plus, toute l'infrastructure essentielle, y compris les ponts, les gares, les hôpitaux, les usines et les écoles, fut démolie, laissant Varsovie avec 97% de sa superficie en ruine. Le 17 janvier 1945, les troupes soviétiques, accompagnées de la première armée polonaise, entrèrent dans une Varsovie complètement dévastée. Sans résistance allemande, la ville passa rapidement sous le contrôle du Comité polonais de libération nationale, un organisme proche de Moscou qui établit un gouvernement communiste sous l'influence de l'Union soviétique. Dans ce nouveau régime, les anciens combattants de l'Armia Krajowa furent persécutés et déclarés ennemis de l'État. Ainsi débuta l'ère de la République populaire de Pologne, un régime communiste qui dura près de 4 décennies, jusqu'à l'effondrement du système soviétique en 1989.